voilà, moi, la proposition que j'avais ce matin, c'était de pouvoir faire un retour d'expérience sur sur ce qui a été fait sur l'Agnon Trégor Communauté, donc dans les Côtes d'Armor, sur la question de la prise en main de la compétence. C'est vrai que là, on vient d'aborder l'aspect technique en disant que c'était fondamental. Effectivement, une bonne maîtrise technique, notamment de ce on est capable de faire dans l'espace public, effectivement, c'est quelque chose d'important. Mais je pense que l'aspect organisationnel dans les collectivités, avec cette fameuse compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, me semble aussi un aspect fondamental, et que les EPCI qui prennent cette compétence vont avoir de plus en plus de capacité à agir si néanmoins elles sont, de mon point de vue, organisées. Et donc, c'est un peu l'idée de la présentation que je vais vous faire, et je m'arrêterai effectivement à plusieurs moments pour que Élodie puisse vous faire rebondir, peut-être partager vos expériences aussi sur la prise en main qu'on a fait, nous, sur l'Agnon Trégor Communauté, de cette fameuse compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, et puis sur lesquels documents on a pu se baser. Alors, l'Agnon Trégor Communauté, en quelques mots, c'est une collectivité, donc une communauté d'agglomération dans les Côtes d'Armor, aux confins des Côtes d'Armor, juste à la limite avec le Finistère. C'est une communauté d'agglomération de 57 communes avec 27 communes littorales, un territoire de 900 km² et 250 km de côte avec une population de 100 000 habitants. C'est un territoire qu'on peut qualifier de rural et littoral. Au niveau des politiques de l'eau communautaire, on a évidemment toutes les compétences que l'agglomération exerce en propre, donc tout ce qui est lié aux eaux usées, aux eaux potables, à la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations. Et depuis le 1er janvier 2020, cette fameuse compétence de gestion des eaux pluviales urbaines. Il faut savoir que l'agglomération est également la structure porteuse d'un des 3 sages du territoire, qui est le sage baie de Lannion, et qui est d'ailleurs le sage le plus important sur le territoire de la communauté d'agglomération. Et je vais dire qu'elle porte un certain nombre de politiques volontaristes liées aux activités, aux actions bassin versant. Donc, ça touche notamment la restauration, le maintien l'inventaire des milieux aquatiques, qu'il s'agisse de cours d'eau ou de zones humides. Ça concerne aussi les actions autour du bocage. On a beaucoup d'actions avec un programme qui s'appelle Brest Bocage, qui est porté par la région Bretagne et financé également par l'Agence de l'eau. Donc, il y a beaucoup d'actions autour du maintien de ce bocage, de sa valorisation et de sa reconstitution. Il y a aussi des politiques liées aux eaux littorales, notamment en lien avec la qualité des eaux de baignade, la qualité des eaux conchilicoles et puis tous les sites de pêche à pied qu'on peut avoir chez nous. Et un certain nombre d'actions agricoles, notamment en lien avec le programme Algues Vertes, puisqu'on a sur notre territoire également la baie de Saint-Michel-en-Grève, qui est une des baies touchées par les algues vertes en Bretagne. Voilà pour le contexte un peu large autour de l'eau. Alors, quelques constats, on est parti de quelques constats. C'est déjà que la compétence GEPU, c'est une compétence relativement nouvelle qui a été créée en 2018. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, il ne fallait pas évidemment s'occuper d'eau pluviale, mais en tout cas, ça n'avait pas été pensé comme une unité de compétence, ce qui est le cas depuis 2018. On a un cadre réglementaire alors que moi, je qualifie de peu précis. Alors, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ça, mais c'est vrai que le Code général des collectivités territoriales, qui est un peu notre pilier en matière de compétences des collectivités, il est quand même peu précis sur cette compétence. Et ce qu'on peut noter également, c'est qu'on a une absence de comptabilité analytique. C'est une compétence qui est associée au budget général, donc c'est un peu associé même depuis 2018, depuis qu'elle est créée. En tout cas, dans les communes, ça va avec le tout venant du budget général de la collectivité, donc on a du mal à identifier le combien ça coûte. Donc pour nous, le travail de transfert de la compétence, et d'ailleurs ce que je vais expliquer là, ce n'est pas forcément à faire en même temps que le transfert. De mon point de vue, c'est une bonne idée de le faire en même temps que le transfert, mais à la rigueur, ça peut venir après. Ça peut être dissocié du transfert en tant que tel, mais en tout cas, pour nous, l'idée du transfert des communes à la communauté d'agglomération qui est intervenue au 1er janvier 2020 était l'occasion d'un travail de clarification de cette compétence, de son contenu. Tout d'abord, en pouvant partager les enjeux de la gestion des eaux pluviales. Donc, c'est un peu le travail de sensibilisation dont on parle beaucoup dans ce réseau des animateurs eaux pluviales. C'est comment est-ce qu'on sensibilise aux enjeux de la gestion des eaux pluviales. Donc, l'idée, c'était de commencer par ça, de partager les enjeux. Je vais y revenir un petit peu. De pouvoir préciser l'objet et la consistance de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines. Et de pouvoir préciser quelque chose d'un peu particulier à l'intérieur de cette compétence, c'est ce fameux service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines.
Et le travail qui était effectué autour de cette clarification, c'était bien sûr de pouvoir accompagner les élus dans leur prise de décision et par des propositions techniques. On a associé à ce travail-là un travail d'évaluation du coût de la compétence également à l'échelle communautaire. Lui, il avait pour objet de nourrir les débats de la commission locale d'évaluation des charges transférées. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais y revenir tout à l'heure. Excusez-moi. Et puis, il y avait aussi un besoin d'organisation au 1er janvier 2020, puisque le transfert est effectif et qui s'impose aux collectivités. À partir du 1er janvier 2020, même s'il n'y avait pas eu de bouleversement, il fallait pouvoir organiser une certaine continuité du service qui existait auparavant ou même dans sa forme la plus petite, hein, une compétence qui existait finalement peut-être assez peu avant le 1er janvier 2020, mais dans le format dans lequel elle existait, il fallait qu'elle puisse continuer. Alors la méthode qu'on a mise en place, on a débuté par un état de l'art de l'exercice de la compétence avec et par les communes. Donc on a constitué 57 groupes communaux, donc les 57 communes du territoire, et avec pour objectif de présenter le cadre de la compétence GPU, éventuellement aussi de parler des enjeux de la gestion des eaux pluviales à ce moment-là, de pouvoir faire un recueil systématique des données qui existaient sur les communes, de pouvoir délimiter les aires urbaines communales. Les aires urbaines, je le rappelle, c'est le périmètre qui est utilisé dans le Code général des collectivités territoriales pour parler du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines. Je pourrais en reparler aussi tout à l'heure, éventuellement, s'il y a des questions. De pouvoir faire un premier recensement du patrimoine de gestion des eaux pluviales sur la base d'une cartographie communale. Et si cette carte n'existait pas, à ce moment-là, on a procédé à un inventaire sommaire du patrimoine, à dire d'experts, soit avec des élus, soit avec des techniciens, des services techniques, pour essayer d'identifier le patrimoine, notamment dans les plus petites communes qu'on pourrait qualifier de communes rurales. Et enfin, de déterminer les besoins en investissement des communes à court et moyen terme, puisqu'a priori, quand on a une compétence, un service, on a des ouvrages, et que même si ces ouvrages, sur le long terme, on a envie de les emmener vers la gestion intégrée des eaux pluviales, ben, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, donc il faut bien pouvoir accompagner les investissements qui nous tombent dessus et qui sont liés souvent à du réaménagement d'espaces publics. On pourra y revenir aussi. Pour accompagner ce transfert avec les élus, on a travaillé avec un groupe technique local qui associait à la fois des agents des communes et des agents communautaires de services et de directions différentes. On a travaillé également avec un comité de pilotage qui devait arbitrer les propositions de ce groupe technique, sachant que ce comité de pilotage, c'était en gros l'invitation des maires, venait ensuite qui voulait, et c'était présidé par le vice-président au service à la population qui gère notamment l'eau et l'assainissement de l'Agnon Trégor Communauté. Et enfin, on a, pour partager tout le travail qui a été fait et les enjeux de la gestion des eaux pluviales, on a organisé un certain nombre de réunions d'information et d'échanges. Alors, ça a quasiment finalement été pris comme des mini-cycles de formation, je vais dire, parce qu'on abordait à la fois du technique, des enjeux, des questions d'organisation de territoire. Et ces réunions d'information et d'échange, elles ont eu lieu à plusieurs niveaux. Elles venaient un peu en doublon du comité de pilotage pour discuter largement avec toutes les personnes des communes qui étaient amenées à travailler sur le sujet, que ce soit du personnel administratif, du personnel technique, des élus. Mais il y en a eu aussi à l'intérieur de l'agglomération, puisque j'ai été voir 5 ou 6 directions différentes pour leur présenter tout le travail qu'on faisait en parallèle avec les communes. Et pour aussi leur indiquer qu'à court moyen terme, chaque direction serait impliquée par le fait que cette compétence serait exercée au niveau de l'agglomération. Donc, je pense notamment aux bâtiments communautaires, je pense au service aménagement qui va gérer la mise en place du PLUI, je pense au bureau d'études internes qui fait de l'aménagement d'espaces publics pour les communes qu'on a aussi chez nous. Donc voilà, il y a plein de directions qui sont impliquées dans ce sujet-là. Je pense aussi à mes collègues de l'ANC et de l'assainissement collectif, tous les services PAC et SPANC qui sont amenés à faire du contrôle chez les particuliers. Je pense qu'à moyen, long terme, ils seront aussi amenés à aller travailler sur le pluvial. On pourra en reparler aussi. Et puis, le dernier élément, c'était de pouvoir valider tout le cadre qui avait été mis en place. Et donc ça, pour nous, enfin pour moi en tout cas, de mon point de vue, ça passe par une délibération du conseil communautaire qui est l'organe délibérant, l'organe décisionnel de la collectivité. Pour partager les enjeux, on est parti d'une idée forte pour le territoire avec un principe simple, c'est que chez nous, il pleut 900 mm par an.
que sans aménagement, il est admis que 50% de l'eau de pluie est infiltrée et que seuls 10% ruissellent, que la nappe constitue 60% de l'écoulement annuel des cours d'eau. C'est ce qui a pu être montré de manière générale en Bretagne et particulièrement sur le Léguerre, qui est un des cours d'eau qui traverse notre territoire, et que cette nappe phréatique ou profonde participe à l'écoulement des cours d'eau à 100% en période estivale, et que chez nous, l'eau potable provient majoritairement des cours d'eau du territoire. Donc voilà, c'est un peu l'idée forte qu'on a proposée aux élus et aux personnes avec qui on a pu présenter, travailler sur la question des eaux pluviales, sachant que chez nous, la pression de consommation est évidemment la plus forte en période estivale, puisqu'on a une population qui augmente très fortement avec le tourisme. Ensuite, on a décidé de proposer une approche globale aux élus, aux techniciens, en partant de qu'est-ce que c'était qu'une pluie. Donc, pour nous, c'est assez simple maintenant, mais c'est vrai que ça mérite d'être clarifié. Donc, une pluie, c'est une quantité d'eau qui tombe pendant une durée donnée. Et on a partagé quelques grandes valeurs guides sur notre territoire. Donc, 10 mm, c'est 80% des pluies de moins de 24 heures sur notre territoire. 30 mm, c'est la pluie décennale de 4 heures. Et 50 mm, c'est la pluie centrale de 4 heures. Donc, voilà, pour avoir un peu des idées de ce que c'était une pluie chez nous. Ensuite, parler de l'incidence de l'urbanisation sur le cycle de l'eau. Donc ça, c'est le schéma communément admis. Alors, je ne sais pas exactement d'où il vient, là, le méli-mélo et le grès donner une source. En tout cas, voilà, il est largement réutilisé. Et même s'il n'est pas vrai dans tous les territoires, en tout cas, il donne les principes de l'incidence, de l'influence de l'urbanisation sur le cycle de l'eau. Partager les grands enjeux aussi de notre territoire. Donc, j'en ai déjà un peu parlé, mais voilà, pour les remettre, la pollution de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les inondations du fait du ruissellement, notamment en milieu urbanisé, la réduction de la recharge des nappes et l'augmentation du volume des eaux usées. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Et enfin, de pouvoir partager ou de commencer à partager une philosophie commune, celle de la gestion alternative. Alors, le terme alternatif, on l'a un peu laissé de côté chez nous pour parler évidemment de la gestion intégrée des eaux pluviales, et en indiquant tout de suite que la gestion intégrée des eaux pluviales, ce n'était pas la gestion intégrale, c'est-à-dire que c'est l'idée que cette compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, à elle seule, elle ne fera pas tout le boulot, et qu'il faut que chaque compétence de la collectivité, et même comme le dit souvent Bilal, chaque personne sur le territoire prenne sa part pour gérer les eaux pluviales. Donc voilà, c'est ça que ça indique, le fait que la gestion intégrée n'est pas la gestion intégrale de l'eau. Et on a partagé 5 grands principes pour la gestion des eaux pluviales à la source, avec ce principe de conserver la perméabilité des sols, d'abord infiltrer, et en second lieu, éventuellement, de réguler, de pouvoir avoir des ouvrages multifonctionnels, c'est-à-dire de ne pas avoir des ouvrages spécifiques et dédiés à la gestion des eaux pluviales, et de pouvoir avoir l'eau qui revient dans l'aménagement de la ville. Donc ensuite, il a fallu préciser l'objet et la consistance de la compétence, et à partir du cadre minimal qui est donné par le Code général des collectivités territoriales, on a décidé de définir l'objet de la compétence en 2 grands domaines d'intervention. D'abord, celui de définir une politique publique de gestion des eaux pluviales en tout lieu de la communauté d'agglomération. Et ensuite, deuxième domaine d'intervention, celui d'assurer ce fameux service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines. Ensuite, on a défini un certain nombre de missions qu'on estime être rattachées à la compétence, et pour ça, on s'est appuyé sur pas mal de documents existants et du retour d'expérience d'autres collectivités. Je pense notamment à un document que le GREE avait édité sur quelles sont les compétences qui peuvent être attachées à cette compétence. Donc, on a défini ça en 5 volets. D'abord, un volet de gestion patrimoniale, un second volet lié à la planification et au contrôle, donc planification urbaine, on entend par là. Un troisième volet lié à la gouvernance et à l'animation, et un quatrième volet de gestion administrative, sachant que ces 4 premiers volets constituent une charge de fonctionnement pour la communauté d'agglomération, auquel est adossé un volet d'investissement pour les travaux d'aménagement public et la réalisation d'un certain nombre d'études structurantes. On a ensuite cherché à définir ce fameux service public administratif. Encore une fois, on est reparti du minimum du CGCT avec ce principe d'aire urbaine, qui est le périmètre sur lequel s'applique ou s'exerce ce service public administratif, et le système de gestion des eaux pluviales urbaines que nous, on a traduit comme étant le patrimoine de ce service, sachant que le système de gestion des eaux pluviales urbaines, c'est également la terminologie qui est utilisée dans le Code général des collectivités territoriales.
Et pour travailler, on s'est ensuite beaucoup appuyé sur du retour d'expérience d'autres collectivités, également sur les travaux que le GREI avait pu mener. Il y a encore une fois une fiche de synthèse qui est très bien faite. Et on s'est aussi appuyé sur des travaux du cabinet Landau et Associés, qui définit l'aire urbaine comme étant le périmètre qui couvre les secteurs pour lesquels des eaux pluviales sont à collecter en raison de l'imperméabilisation des sols due à l'urbanisation générant du ruissellement de surface, et sur un schéma d'un découpage souvent rencontré. Donc, c'est comme ça qu'il est présenté par le cabinet Landau et Associés, avec des principes de répartition du patrimoine entre des compétences existantes et des collectivités existantes, avec identifié, au moins sommairement, le patrimoine rattaché à ce service public administratif. Et donc, à partir de ces éléments-là, on a décidé de définir le service public administratif GPU par 6 principes. 3 principes rattachés à l'aire urbaine, avec un principe de cartographie locale de l'aire urbaine en l'absence de PLUI. Alors, juste ici, j'ouvre une parenthèse. C'est vrai qu'il y a une circulaire du 28 août 2018 qui indique que l'aire urbaine peut s'appuyer, ou en tout cas, oui, c'est peut s'appuyer sur les zones U et AU des PLU lorsqu'ils existent. La difficulté quand on fait un transfert de compétences entre des communes et une communauté d'agglomération, c'est qu'on se retrouve souvent avec une multiplicité de PLU qui ne traitent pas forcément de la même manière le territoire en matière de zones U et AU. Et donc, il a été décidé sur l'Agnon Trégor Communauté de s'affranchir de ces zones U et AU pour finalement avoir une cartographie locale de l'aire urbaine en l'absence de PLUI qui est en cours d'élaboration. Un deuxième principe qui est une clause de revoyure de l'aire urbaine avec le PLUI, et un troisième principe qui était celui de pouvoir identifier de manière objective les secteurs urbanisés collectés par les ouvrages publics de gestion des eaux pluviales urbaines pour justement pouvoir dessiner cette cartographie locale. Et pour définir de manière objective ces secteurs urbanisés, on s'est appuyé sur un faisceau d'indices qui est lui-même décrit dans cette fameuse circulaire que j'évoquais tout de suite du 28 août 2018. Et on a défini le système de gestion des eaux pluviales urbaines également par 3 autres principes. Tout d'abord en indiquant que seule une part du système de gestion des eaux pluviales relève du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines, c'est-à-dire que tous les ouvrages qui servent à gérer l'eau dans l'espace public ne relèvent pas forcément de ce service public administratif. On a dressé ensuite une liste des éléments exclus de fait du système de gestion des eaux pluviales urbaines. Donc là, je décris très rapidement, mais en gros, c'est tous les ouvrages qui sont hors aire urbaine, tous les ouvrages qui collectent de l'eau pluviale, mais qui sont liés à la compétence eau usée, tous les ouvrages liés à la voirie, et donc là, on y met dedans tous les accessoires de voirie, notamment les grilles et les avaloirs, et leur branchement à un ouvrage principal. Les ouvrages du domaine privé, donc c'est logique, mais c'est plus facile en le disant aussi, et tous les ouvrages d'art liés aux cours d'eau, y compris les cours d'eau en aire urbaine. Et on a ensuite défini un 6e principe qui était celui de pouvoir identifier par type d'ouvrage le gestionnaire. Et donc, je vous ai mis ici la liste des ouvrages qui ont été rattachés au service public administratif GPU. Donc, vous y retrouvez les boîtes de branchement, les branchements de boîtes, les conduites principales et les regards associés, les regards de visite associés, les fossés, les clapets anti-retour, les bassins enterrés, les bassins à ciel ouvert. Et dans les bassins à ciel ouvert, on met de manière générale tous les ouvrages de rétention qui peuvent exister sur le territoire, y compris les ouvrages de gestion intégrée, mais on pourra y revenir aussi s'il y a des questions là-dessus, et les décanteurs qui existent éventuellement sur les conduites principales. Donc au final, et en 3 mots, on a défini la compétence GPU par un périmètre de gouvernance, qui est celui de la communauté d'agglomération. On a défini le service public associé par 6 principes que je viens de vous décrire, qui permettent de délimiter l'aire urbaine et de définir le patrimoine qui est rattaché au service public en question. Et enfin, on a dressé une liste des missions qui sont à exercer par la collectivité pour pouvoir assurer cette compétence. Et donc, je vous en ai également fait la liste. Ça ne comprend pas que de la gestion patrimoniale, comme vous l'avez pu le voir, ça comprend aussi ça comprend de manière générale la mise en place de cette fameuse politique publique de gestion des eaux pluviales urbaines. Et l'ensemble a été synthétisé dans une délibération du Conseil communautaire qui est intervenue au mois de décembre de l'année dernière. Donc voilà, je vais m'arrêter là dans un premier temps pour éventuellement
partager cette expérience avec vous et puis voir dans quelle mesure d'autres modes de transfert de compétences ont pu être mis en place par d'autres personnes sur d'autres collectivités. Merci beaucoup, Johan, pour cette présentation et cette présentation très méthodologique dans la façon dont vous avez raisonné en considérant les différentes missions, en considérant les différents éléments patrimoniaux et puis aussi cette mise en œuvre, cette délibération finale qui permet de concrétiser ce nouveau service et cette compétence. Est-ce qu'il y a des remarques, questions, compléments Je vais mettre les liens vers les documents parce que je suis aussi heureuse de voir que les travaux du groupe du Grès ont permis en partie d'inspirer et de faciliter finalement cette structuration de la réflexion pour la mise en œuvre de la compétence. Bon, tu avais dit que tu reviendrais sur l'aire urbaine, mais je vois qu'effectivement, tu es revenu sur cette définition en disant on peut s'appuyer sur les zones UAU, mais que finalement, la définition de la compétence GPU a été l'occasion peut-être de revisiter et de redéfinir, ou de les définir dans la perspective du nouveau PLU. Est-ce que c'est des choses qui vont être prises en compte dans le PLUI pour… Est-ce que finalement, la lecture au pluvial va modifier la lecture urbanisée à urbanisée? Non, je pense pas. Non, 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 non. Non, au contraire, c'était justement que l'aire urbaine définie par le Code général des collectivités territoriales sur les eaux pluviales ne vienne pas polluer toute la réflexion autour de l'urbanisation. C'est quand on a commencé à travailler sur cette aire urbaine, ça a été assez délicat avec pas mal de communes, notamment des communes littorales. Il faut savoir que sur les communes littorales, je pense qu'en montagne, c'est un peu pareil. Il y a une grosse pression sur l'urbanisation, sur les possibilités d'ouverture à l'urbanisation. Comme je l'expliquais, d'une commune littorale à une autre, nous, on a des grosses différences de PLU, des PLU qui ont pu avoir des zones U et AU ouvertes. Il faut savoir qu'il y a aussi un gros débat, notamment, qui a eu lieu notamment au moment du SCOT, c'était savoir qu'est-ce qui était ouvert à l'urbanisation en zone U et AU, mais qui était quand même gelé en termes d'urbanisation sur notre territoire. C'est-à-dire qu'il y a des PLU existants avec des zones U, des zones AU sur lesquelles il n'y a plus de droit à construire. Donc, au contraire, c'était que l'eau pluviale ne vienne pas polluer toute cette discussion qui provoque, comment je vais le dire, oui, qui provoque certaines… Ok. C'était plutôt s'affranchir des PLU, justement. Et de la question de l'élaboration du PLU, effectivement, je voyais une question passer. Ouais, oui, on a un PLU IH qui est en cours d'élaboration. Ça fait partie des perspectives c'est de se rattacher à ça, quoi. Tu voulais parler, effectivement. Et j'ai bien aimé aussi ta précision là, sur la sensibilisation, où finalement la communication initiale, elle est très ciblée vers les communes, les élus et les agents des communes. Et tu as insisté en disant, mais j'ai aussi fait un travail interne à la communauté avec les autres services. Et est-ce que ce sont aujourd'hui tes alliés sur le pluvial? Est-ce que ce seront demain tes alliés? Comment… Oui, je dirais oui. Alors moi, je travaillais au service bassin versant auparavant. Donc, je connaissais pas mal de collègues de l'environnement. Après, j'étais rattaché pendant plusieurs années au bureau d'études internes qui est rattaché au pôle technique. Donc, je faisais déjà de l'aménagement des espaces urbains avec des collègues. Et donc, j'y apportais cette vision de gestion de l'eau. Maintenant, je suis rattaché à la direction de l'eau et de l'assainissement, mais physiquement, je suis toujours avec les services techniques. Donc, ça m'avait permis quand même de voir déjà pas mal de gens. Alors, des alliés, oui, enfin, ça évolue tranquillement. J'aurais tendance à dire oui. C'est pas trop facile. Très bien. Et effectivement, la notion de temps dans la mise en œuvre de la compétence, donc délib le 14 décembre 2021. Oui, je vois que Frédéric pose cette question. Alors déjà, la délibération, c'est un principe que j'ai repris au Grand Chambéry, qui était intervenu d'ailleurs sur une des visios du Grès. C'était Étienne… Non, c'était pas Étienne Cholin, parce qu'il était déjà parti, mais c'était… Non, c'est Étienne qui avait fait la présentation. C'est Étienne qui avait fait la Il était présentation. encore à Chambéry Métropole. Et ce principe de délibération, effectivement, ça m'a sauté aux yeux comme quelque chose de tout à fait fondamental pour nos collectivités. Le temps que ça a pris, alors l'état de l'art avec les communes, ça a démarré le deuxième semestre 2019. Et ensuite, on peut dire que l'année 2020, c'était quasiment une année blanche avec le Covid. Donc, je dirais que ça a pris 2 ans et demi, mais en réalité, plutôt 1 an et demi, quoi.
On avait au niveau du groupe essayé de faire des chronogrammes en disant que quand tu lances la réflexion, il faut bien prévoir 2 ans quand même. Ouais, je pense que ça se tient. Ça se, Ouais, ça se tient. ça se tente. Et c'est vrai qu'on évoquait avec l'agence de l'eau RMC, on dit on est encore sur l'ensemble, enfin les histoires de transfert de compétences, même s'il y a une échéance à 2026, il va falloir remettre le paquet rapidement pour que ça se fasse, quoi. Que ce soit la définition de la compétence GPU ou les transferts de compétences, il faut bien 2 ans. Une réaction de Hervé. Est-ce que tu veux la faire à l'oral, Hervé, plutôt que je la lise et que je la… Allez, je la fais à l'oral là. Merci Bonjour à beaucoup, tous. Hervé. Non, du coup, c'est bon, je pense que en même temps que j'écrivais, il y a une réponse, la réponse a été apportée en partie, je pense. Donc, ma question, c'est qu'en fait, les travaux de gestion intégrée durable des eaux pluviales sont le plus souvent portés par les communes, donc au titre de leurs compétences Paris, espaces verts, bâtiments publics. Et donc, du coup, voilà, ma question, c'était est-ce que vous avez prévu une méthode ou, enfin, au sein du service GPU, du futur service GPU, pour justement avoir des remontées des communes par rapport à leurs projets, donc nouveaux projets également renouvellement urbain, pour pouvoir les informer, intervenir au bon moment et puis les accompagner pour pouvoir intégrer cette gestion des eaux pluviales justement dans ces projets. Ouais, alors c'est pas aussi bien formalisé que ça pour l'instant, hein. C'est vrai que les collectivités, il faut imaginer, on est plusieurs à travailler dans les collectivités, c'est quand même à n'importe quelle échelle, on est un peu schizophrène, c'est pas toujours facile. Et quand on a une organisation entre une agglomération et des communes, c'est pas toujours aussi bien organisé que ça. Mais ce que je peux dire en quelques mots, et je vais y revenir dans la dernière partie organisation, donc ça prélude un peu cette dernière partie, c'est que moi, en fait, je suis tout seul sur ce service de gestion des eaux pluviales, probablement comme beaucoup d'animateurs du réseau. En tout cas, pour le moment, moi, je suis tout seul. Mais comme aujourd'hui, on a défini un patrimoine qui relève de l'agglomération, effectivement, et je vois qu'il y a une question sur les attributions de compensation, et ce sera aussi dans la partie évaluée que je vais y revenir. En fait, de fait, on a défini des attributions de compensation. Donc, il y a un patrimoine qui est directement porté par LTC, c'est-à-dire que nous, LTC, on a une démarche d'investissement sur le patrimoine, qu'on ne maîtrise pas forcément ces investissements parce qu'on n'a pas de plan pluriannuel d'investissement, et que pour faire les investissements en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, on délègue beaucoup aux communes, notamment par un système de légation de maîtrise d'ouvrage, mais je vais y revenir en fin de présentation. Et que les communes derrière ont un système de remboursement qui se met en place des ouvrages qui sont réalisés en délégation de maîtrise d'ouvrage. Puisque c'est une délégation de maîtrise d'ouvrage, c'est à LTC de porter les investissements. Donc, si les communes en portent pour nous, il y a un système de remboursement des investissements réalisés. Et donc, les communes sont assez intéressées de pouvoir récupérer le remboursement de ces ouvrages. Et donc, par ce biais-là, elles sont systématiquement obligées de revenir vers nous pour qu'on puisse enregistrer. Je pourrais vous montrer, j'ai mis en place quelques outils, mais on connaît exactement tous les projets d'investissement. Alors, je ne dirais pas sur la gestion des eaux pluviales urbaines, mais en tout cas, on a la connaissance de tous les projets pour lesquels les communes demandent des remboursements. Et je pense que c'est clairement identifié maintenant aussi qu'à chaque fois qu'on fait un aménagement d'espace public, potentiellement, il y a une part de gestion des eaux pluviales urbaines. Donc, c'est un investissement qui est payé par l'agglomération et donc, ça incite les communes à venir vers nous. Et c'est à partir de là où je dirais, alors je dirais pas qu'on intègre systématiquement la gestion intégrée des eaux pluviales à ce moment-là, mais disons qu'il y a un pied dans la porte. Oui. Merci, Joanne. Je te propose de poursuivre, puisqu'effectivement, les sujets, tu abordes l'aspect financier et c'est un peu le sujet qu'on aborde en point 2, c'est ça? C'est ça. Donc oui, je peux continuer là-dessus. Donc le travail d'évaluation de la compétence, l'idée, l'objectif, c'est de pouvoir évaluer les moyens humains et financiers qui sont dévolus à la compétence, mais de manière très globale. Vous avez vu qu'on avait mis plein de missions dans cette compétence, et pas seulement du nettoyage et de curage de réseau. Donc, il faut pouvoir essayer d'évaluer qu'est-ce que ça représente pour la collectivité d'exercer toutes ces missions. Il faut savoir que l'évaluation par la recherche des dépenses comptables, par des recherches comptables, c'est quand même très laborieux, voire juste tout simplement impossible sur la gestion des eaux pluviales urbaines. Comme je l'indiquais, il n'y avait pas de comptabilité analytique dans les communes sur la question de la gestion des eaux pluviales urbaines. Et donc, c'est impossible d'aller faire des recherches comptables. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que normalement, quand on fait un transfert de compétences, la voie normale, c'est d'aller chercher dans les budgets communaux ou dans les budgets de la collectivité qui va transférer l'intégralité des dépenses. Et normalement,
ce qu'on appelle l'attribution de compensation ne devrait se baser que sur ces recherches comptables. En réalité, sur l'eau pluviale urbaine, encore une fois, c'est impossible. Et donc, les cabinets de finances qui accompagnent les transferts de compétences font un travail d'évaluation a posteriori. Et donc, sur la collectivité, donc sur l'Agnon Trégor Communauté, on a un cabinet de finances qui s'appelle RCF et qui a fait le travail et qui accompagne tous les transferts de la communauté d'agglomération depuis sa création au début des années 2000, qui avait fait un travail d'évaluation justement de cette compétence à la grosse louche. Mais c'est un travail qui a été un peu rejeté, j'ai envie de dire, ou qui n'a pas été complètement accepté par les élus. Et donc, je suis arrivé, moi, technicien, pour faire un travail d'évaluation a posteriori, mais qui se basait moins sur un travail d'un cabinet financier, mais qui devait s'appuyer sur la réalité technique du terrain. Et donc, on a utilisé deux méthodes. Une première méthode qui est celle de pouvoir évaluer des coûts réels. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir développer un outil. Je sais qu'on est plusieurs à avoir mis en place ce type de démarche. Je sais que Mathieu Quinquis sur Vanaglo a mis aussi en place ce type d'outil. Donc, l'idée, c'est de créer un tableur standardisé qui permet d'enregistrer toutes les missions. Alors, c'est un travail qui est absolument nécessaire parce que déjà, il est demandé par les élus de savoir combien ça coûte dans leur commune. Et dans le titre, j'ai mis tenter d'évaluer parce qu'en réalité, on a très peu de retours. En tout cas, moi, j'ai eu très peu de retours et d'après ce que je comprends, c'est que les autres collectivités qui essayent de mettre ça en place ont aussi très peu de retours. C'est-à-dire que les deux seuls retours que j'ai eus, c'est des communes qui m'ont renvoyé le tableau vide en disant nous, ça coûte 0. Donc, à partir de là, c'est vrai que c'est difficile de faire un travail d'évaluation quand ça coûte 0. Et donc, on est passé à la deuxième méthode qui est celle d'évaluer un coût reconstitué. Donc là, pour le coup, ça se rapproche de ce que ferait un cabinet de finances, mais l'idée, c'était de le faire avec le groupe technique local, et je vais y revenir. L'idée, c'est de pouvoir déterminer des coûts standards de référence qui sont propres au territoire, qui ne sont pas utilisés au niveau national, pas repêchés ailleurs, mais de construire une grille locale de coûts standards, et par un processus itératif, de pouvoir à la fois chercher, ce que j'indique en dessous, une précision et une rigueur technique et financière, mais pas seulement, on recherche aussi un compromis local. C'est-à-dire qu'on travaille avec les communes dans le cadre d'un transfert, et que la rigueur technique et financière, c'est absolument pas suffisant. J'ai même envie de dire qu'une fois qu'on a mis le premier travail sur l'ouvrage, sur la table, la recherche de compromis, c'est la phase la plus compliquée et presque la plus longue. Et pour avoir cette recherche de compromis local, c'est là où rentre la question d'un niveau de service et de quel coût on met sur chaque volet de mission. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail sur ce coût reconstitué. On a travaillé sur deux sections, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Sur la section de fonctionnement, on a créé une liste de tâches. Donc, la liste de tâches, en réalité, c'est la liste des missions que je vous ai présentées tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus détaillée. Une fréquence de réalisation pour chacune de ces tâches. Pour les missions d'exploitation et de maintenance des ouvrages, un pourcentage d'ouvrages concernés par des tâches d'exploitation. Annuellement, puisque l'idée c'était de reconstituer un coût annuel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'hydrocurage sur 100% des conduites, par exemple, qui est peut-être l'exemple le plus simple à identifier, et d'identifier deux cas de figure, des tâches qui sont soit menées en régie, soit menées en prestation de service. Sur le deuxième partie, on a travaillé donc sur le volet d'investissement en intégrant des travaux d'aménagement sur les ouvrages publics. L'idée était de pouvoir prendre tout le patrimoine qui était a priori rattaché au service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines et de travailler notamment d'une part sur les travaux réseau. On est parti sur le principe d'un renouvellement centenal avec des ratios qui étaient rapportés au linéaire de conduite, c'est-à-dire au linéaire, selon le diamètre des conduites, ça coûte plus ou moins cher. Et donc, on avait un échantillon qu'on arrivait à qualifier. Donc, on a utilisé cet échantillon qualifié pour rapporter ces ratios à la totalité du patrimoine connu ou prétendument connu de l'agglomération. On y a ajouté une base forfaitaire annuelle pour des études ciblées et des travaux sur des autres types d'ouvrages qui ne seraient pas des conduites. Et on a un deuxième volet dans les investissements, c'est la conduite des études structurantes, pour lequel on a défini une périodicité de mise à jour. Donc, on est parti sur 10 ans, qui est classiquement retenu pour les documents, avec la réalisation d'un zonage pluvial qui est, lui, prévu au Code général des collectivités territoriales, et ce qui est généralement couramment fait aussi, la réalisation d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales, sachant que sur l'Agnon Trégor Communauté, pour l'instant, je ne connais pas ni la forme ni le contenu précis de ce schéma directeur, et que ce schéma directeur, pour moi, il est quand même relativement difficile de l'imaginer comme il l'est souvent imaginé, comme un plan pluriannuel d'investissement basé sur des capacités d'évacuation d'un réseau. Quand on parle de gestion intégrée des eaux pluviales, je pense que c'est des choses qu'il faut un peu laisser de côté. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore mature là-dessus sur
quel type de schéma directeur on va pouvoir faire. Et donc, au final, l'estimation globale, comme je l'ai indiqué au tout début, elle a servi à alimenter les débats de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Et donc, vous voyez ici une première colonne d'estimation globale. Donc, ça, c'est le travail avec précision et rigueur technique et financière et recherche de compromis local. Juste pour information, si je parle que du volet fonctionnement, la première estimation était plutôt autour du million d'euros TTC. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, on est à 660 000 euros, qui est l'estimation globale qui a été admise sur le territoire. Et vous voyez ici ensuite une colonne attribution de compensation. Donc l'attribution de compensation, c'est le système financier entre deux collectivités, une qui transfère et l'autre qui récupère la compétence. Et cette attribution de compensation est censée être payée est payée ad vitam aeternam par la collectivité qui lâche la compétence au profit de celle qui la récupère. Et cette attribution de compensation est là pour permettre à la collectivité qui récupère la compétence de pouvoir l'exercer au moment du transfert dans les mêmes conditions que la collectivité précédente. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un budget constant, potentiellement, ce n'est même pas un budget du tout pour l'exercice de la compétence, mais c'est une base financière pour que la collectivité qui récupère la compétence puisse assurer la continuité du service. Et donc, vous voyez ici les pourcentages qui ont été retenus par la commission locale d'évaluation des charges transférées, avec un principe de reprendre toute l'estimation globale pour la gestion patrimoniale, la planification et le contrôle et la gestion administrative, et de reprendre seulement 50% d'un volet qui a été appelé gouvernance et animation. Donc là, je parlais des 4 volets de fonctionnement. Et en investissement, l'attribution de compensation reprend la totalité de l'estimation globale, mais avec un principe qui est un peu particulier, qui est celui d'une attribution de compensation réajustable avec un talon minimum, un talon en dessous duquel une collectivité ne peut pas descendre, mais je pourrais y revenir s'il y a des questions là-dessus aussi, un talon minimum de 25% de cette attribution de compensation qui est de 1 880 000 647 à l'échelle de Lannion-Trégor Communauté. Donc voilà pour la partie évaluation du coût. Peut-être répondre à quelques questions. Je ne sais pas s'il y a des collectivités qui sont en plein dedans. Je sais que les communautés communes vont bientôt y venir. Les communautés d'agglomération, c'est censé être fait. Parfois, les techniciens de la gestion des eaux pluviales ne sont pas forcément associés à ces questions d'attribution de compensation et d'estimation. Voilà, s'il y a des… Ça répond déjà en partie à la question de Baptiste Gautron. Et peut-être le temps que les questions viennent, dire qu'effectivement, on avait en février dernier fait intervenir Michael Martin en visio sur l'évaluation du coût de la compétence GPU. Et son intervention sera prochainement en ligne sur YouTube. Donc, je vous proposerai le lien pour avoir une lecture complémentaire. Merci pour cette présentation. Je vois que l'animation est évidemment assumée à 50% par l'agglo, comme souvent. Mais déjà, si la compensation est à 100% sur les autres missions de fonctionnement et que chacun a bien intégré ces 4 missions, je trouve ça très prometteur. Est-ce qu'il y a des remarques, questions, réactions? Prenez la parole, c'est peut-être le plus simple. Juste très rapidement, moi je trouve que ce travail est tout à fait exemplaire. Juste un point quand même, c'est que ça nécessite déjà de connaître le patrimoine. Pour pouvoir faire cette évaluation financière, il faut avoir donc des longueurs de tuyaux, des diamètres, etc. Donc je suppose qu'il y avait déjà ce travail-là qui a été fait ou censé être fait. Mais vu le niveau de précision, je suppose quand même que la connaissance était quand même assez bonne. Ouais, alors je dirais assez mauvaise en fait, en réalité, Jean-Jacques. C'est-à-dire qu'on avait une première évaluation qui avait été faite par le cabinet de finances qui ressemblait beaucoup à ce que le cabinet Martin avait présenté au gré, la présentation dont vient de parler Élodie, en disant, bon, voilà, on a un profil de commune comme ça, avec telle population, donc a priori, on devrait avoir telle aire urbaine, du coup, ça devrait représenter à peu près telle charge d'exploitation et donc tel type de patrimoine. Voilà, donc ça, c'est généralement ce qui est fait par les cabinets de finances. Donc nous, on s'est appuyé effectivement sur la cartographie locale des ouvrages. Pour faire cette cartographie locale des ouvrages, ce qu'on s'est contenté de faire, alors je dis contenté de faire, parce que ce n'est pas très précis, c'est-à-dire qu'on a a priori une première base de la connaissance quantitative des ouvrages, mais qualitativement, c'est très, très mauvais. Donc, on a récupéré toutes les cartographies qui existaient. Donc, en gros, c'était des communes qui avaient fait
quelque chose qu'on appellerait schéma directeur ou zonage aujourd'hui, même si les termes à l'époque n'étaient peut-être pas très bien utilisés ni différenciés. Donc, on a récupéré toutes ces cartographies. Et pour toutes les communes pour lesquelles il n'y avait pas de cartographie, donc il y en avait quand même un certain nombre, c'est ce que j'ai présenté très rapidement tout à l'heure, on a fait une cartographie à dire d'experts. C'est-à-dire que moi, j'arrivais avec un PC, un logiciel SIG, et je dessinais le patrimoine, littéralement, je le dessinais pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps, selon la taille de la commune, avec des agents communaux ou avec des élus ou avec les deux. Je dis avec des élus parce que c'est vrai que dans des petites communes, souvent, s'il y a des élus assez anciens, souvent, ils connaissent bien mieux le patrimoine. Bon, après, il y en avait qui avaient tout de suite identifié que potentiellement, ça coûterait plus cher en termes d'estimation globale sur leur commune. Donc, généralement, ils y ont été un peu pas très forts sur le patrimoine. Et puis, d'autres ont été beaucoup plus forts. Voilà, je vais juste donner l'exemple d'une commune avec qui j'avais fait un inventaire où il m'expliquait qu'il y avait une conduite centrale dans la rue. Et là, je suis en train de travailler avec des collègues sur la réhabilitation des espaces publics du centre-bourg de cette commune. Et on se rend compte qu'en fait, il y avait un réseau de chaque côté de la rue. Donc, ça veut dire que sur cette commune en particulier, on avait divisé par 2 le linéaire de conduite. Donc, tu vois, en fait, en réalité, c'était une base pas très fiable. C'était un premier niveau quantitatif, de connaissance quantitative des ouvrages, quoi. Je ne peux pas dire que c'était très précis. D'accord. Enfin, politiquement, ça a quand même été accepté pour être une base d'évaluation financière qui vous a permis d'avancer. C'est un peu ça que je veux dire. Bon, parfois, il faut aussi accepter qu'on ait une connaissance imprécise du patrimoine sur lequel on va se baser pour faire ces évaluations-là. C'est ça un peu le message de ce que tu veux faire passer, quoi. Tu as d'autant plus raison que si on ne fait pas appel à un technicien pour essayer d'avoir une évaluation comme je vous l'ai présenté là, le cabinet de finance, il est certain que lui, il ne va pas aller chercher dans toutes les communes qu'est-ce que pourrait être le patrimoine gestion des eaux pluviales urbaines. Ce n'est pas son métier, il ne le fera pas. Et ce n'est pas pour ça qu'il n'arrive pas à faire une évaluation financière. Et tout à fait. La connaissance précise des ouvrages, il ne faut pas s'y attacher. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui nous fera avancer vers la gestion intégrée des eaux pluviales, de bien connaître nos ouvrages. Enfin, de bien connaître tous nos ouvrages. Oui, parce que est-ce que ça a été l'occasion d'identifier des ouvrages de gestion à la source et la répartition entre compétences communales et intercommunales? Oui. Finalement, le gros du patrimoine, là, c'est du tuyau, comme tu le disais. Non, il y a justement le travail un peu plus fin a été fait sur la recherche des noues, la recherche des bassins, la recherche, voilà, ce patrimoine qui était un peu parfois mal connu, un peu oublié. Voilà, il y a quand même un nombre de bassins assez important qui avaient été oubliés, où plus personne ne passait dessus, des ouvrages de régulation non entretenus, des choses comme ça. Donc non, ça a été aussi l'occasion d'essayer de relever tout ce patrimoine-là. Ok, super. Il y a une question sur la réévaluation du talon minimum. Est-ce qu'il est réévalué? Est-ce qu'il sera réévalué? Oui, alors réévaluer une attribution de compensation, c'est quasi impossible. C'est-à-dire que pour modifier des attributions de compensation, il faut repasser devant tous les conseils municipaux et que tout le monde soit d'accord. Donc, l'unanimité. Voilà, en plus à l'unanimité. Donc, revoir des attributions de compensation, ce n'est pas possible, ou quasi impossible, je veux dire. Et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme réajusté, réajustable. En fait, l'attribution de compensation en investissement, elle est réajustable. Ça veut dire qu'en fonction de la réalité des investissements que l'agglomération réalise en matière de gestion des eaux pluviales sur une commune, l'attribution de compensation peut être évaluée au-dessus de 25% et jusqu'à un maximum de 100%. Je ne rentre pas dans le détail, sauf si vous le souhaitez, mais il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour savoir combien on dépense sur telle commune en matière d'investissement et un système de vérification entre le montant de ce talon et de combien va être réajustée l'attribution de compensation en investissement. Ok. Mais pour ça, il faut tracer, effectivement, comme le posait, je ne sais plus qui posait la question tout à l'heure, sur la question du suivi des investissements, il faut être en capacité de suivre dans le budget et commune par commune absolument tous les investissements qui sont faits par l'agglo sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines. Et c'est l'occasion pour nous, c'est une bonne chose parce que pour nous, c'est l'occasion de savoir exactement les opérations qui se passent, d'éventuellement pouvoir commencer à mettre l'idée de la gestion intégrée des eaux pluviales dans le projet d'aménagement et puis surtout de pouvoir récupérer les plans de récollement pour arrêter de continuer à faire des ouvrages sans les connaître. Excuse-moi,
Johan, je n'ai pas bien saisi. Est-ce que ça veut dire que la CLECT a pris acte qu'en termes d'investissement, c'est 1 880 000 qu'il faudrait et que provisoirement, ils retiennent 470 000 et que les 470 000 peuvent être révisés jusqu'à hauteur de 1 880 000? Oui, c'est ça. Et ça se fait commune par commune. D'accord. C'est pas C'est révisé. intéressant, c'est intéressant ça comme démarche. Hein. Oui, ben, en fait, ça permet, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure qu'on avait travaillé sur un amortissement centenal pour les ouvrages, pour les conduites. Et puis la difficulté quand on échange d'une commune à une autre, c'est qu'il y a souvent ce jeu de bah, moi j'ai tout fait bien et à côté ils n'ont rien fait, donc ça m'embête quand même un peu de payer pour eux dans le cadre du transfert. Et donc ce talon minimum de 25%, c'est comme si en fait on était parti sur un taux de renouvellement de 400 ans. C'est-à-dire qu'une commune qui ferait rien pendant 400 ans, eh ben, ne payerait jamais plus que 25% de l'AC qui est défini sur son territoire. Donc voilà, dans 400 ans, ça nous laisse voir venir. Mais c'est une manière d'accepter, c'est une manière de faire accepter des montants financiers qui semblent élevés à un moment T, quoi. Voilà, au moment du transfert, de payer 1 880 000, alors potentiellement ces investissements ne se feront pas, parce qu'on a par exemple restauré l'intégralité du réseau du bourg. Le fait d'en payer que 25%, c'est un mode d'acceptation pour les élus de pouvoir accepter le fait qu'effectivement, on a quand même un montant de 1 880 000 à l'échelle de l'agglo, mais dans l'immédiat, on n'en paye que 25% si jamais on ne fait pas d'investissement sur sa commune. D'accord. Donc, c'est finalement un intéressement à la maîtrise des travaux à réaliser, des investissements à réaliser commune par les communes elles-mêmes. Parce que si elles en demandent plus, finalement, leur attribution de compensation va monter. Exactement. Si elles en demandent. Donc, c'est une subvention inversée. Ce n'est pas une subvention, mais… Non, mais dans l'esprit, ça revient un peu à ça. Dire, plus tu en demandes et plus tu cotises à hauteur de ta part sur le million 880. Exactement ça. Voilà. C'est-à-dire que tu finances à la hauteur des investissements de ta commune. Presque ça. En partie. Alors, du coup, comme il y a des questions là-dessus, je vais juste préciser un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire que, alors déjà, c'est décalé de 2 ans, puisque nous, on connaît tous les investissements depuis l'année 2020, mais la CLECT a été adoptée fin 2021. Donc, il y a toujours un décalage de 2 ans. Donc, nous, on sait exactement combien on a payé en 2020 sur une commune. Pour payer cette part sur cette commune, l'agglomération utilise un prêt, mais un prêt qu'elle fait pour tout plein d'autres choses, pas uniquement l'eau pluviale. Et donc, elle connaît la part du prêt qui vient rembourser les travaux qui sont faits sur l'eau pluviale, sur la commune donnée, sur cette commune en question. Et donc, si elle connaît la part du prêt qui est associée à cette commune pour les eaux pluviales, elle connaît aussi la part de l'annuité du prêt qui est dédiée au remboursement des travaux sur cette commune donnée pour l'année 2020. Et donc, pour l'année 2022, l'attribution de compensation, ou 25% de l'attribution de compensation, est comparée à cette fameuse annuité que je viens de décrire. Si cette annuité est inférieure à 25%, la commune continue de payer 25%. Si cette annuité passe au-dessus des 25%, à ce moment-là, l'AC de la commune en question est réajusté à la hausse jusqu'à atteindre un maximum de 100%. D'accord. Donc, c'est un mécanisme en fait, qui permet de lisser pour toutes les collectivités. Ça permet à l'agglomération quand même de pouvoir payer l'intégralité des travaux, y compris avec une somme de 470 000, puisque l'agglo, ce qu'elle paye, c'est les annuités de remboursement. Donc, ça laisse voir venir. Et pour une commune, ça lui permet de payer seulement 25% du 1 880 000, ce qui lui permet aussi d'avoir moins d'impact sur son budget communal. Donc voilà, toutes les 2 collectivités s'y retrouvent, quoi, si on veut. Ça permet de lisser les dépenses pour tout le monde. Oui, il y a une sorte de mutualisation de la trésorerie, quoi. C'est ça, ouais. Oui. Merci Johan pour cet éclaircissement et ces précisions. Je te propose de passer à la dernière partie de l'intervention. Oui, qui va être très courte. Donc du coup, l'idée, c'était qu'une fois qu'on a défini les missions, qu'on a défini les attributions de compensation, l'idée, c'est quand même de pouvoir assurer la continuité de la réalisation de toutes ces missions, même si ces missions n'étaient pas forcément dans les faits réalisées par les communes.
Et donc, ce qu'il a été décidé pour Lannion-Trégor Communauté, c'est que pour le fonctionnement, il a été mis en place un système de convention de délégation de gestion avec chaque commune. Et pour l'investissement, il y a eu mis en place un système de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec donc le principe suivant, c'est que pour le fonctionnement, on a une convention, comme j'expliquais, qui est signée avec chaque commune pour la quasi-totalité des missions qui sont identifiées pour la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, que Lannion-Trégor Communauté va rembourser la commune pour la prestation qu'elle exerce au travers de cette convention. Donc en gros, c'est une sorte de système de prestation et qu'il y a 2 missions principales qui sont exclusivement portées par Lannion-Trégor Communauté, c'est celle de la gestion des raccordements sur les ouvrages publics et le portage des études structurantes. Donc voilà, c'est les 2 seules missions qui ont été sorties du fonctionnement et portées intégralement par Lannion-Trégor Communauté. Et pour l'investissement, on intègre les projets au fil de l'eau par l'identification des besoins communaux. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que Lannion-Trégor Communauté n'a pas au jour d'aujourd'hui n'a pas de plan pluriannuel d'investissement. Donc, on accompagne plutôt les projets de réaménagement d'espaces publics qui se font pour prendre la part de gestion des eaux pluviales urbaines. On organise la maîtrise d'ouvrage au cas par cas. Donc, comme je l'expliquais, Lannion-Trégor Communauté est le maître d'ouvrage et paye l'intégralité des investissements en matière de gestion des eaux pluviales. Mais il y a cette possibilité de délégation de maîtrise d'ouvrage aux communes pour que les communes puissent réaliser pour le compte de LTC les travaux en matière de gestion des eaux pluviales urbaines. Et évidemment, le pendant du fonctionnement sur la gestion des raccordements et sur le portage des études structurantes, c'est que les travaux de raccordement sont réalisés par LTC et que les études structurantes sont engagées par LTC. Et juste un dernier mot sur comment est-ce qu'on envisage la suite maintenant qu'on a fait ce travail-là d'organisation de la compétence. L'idée pour nous, c'est de pouvoir mettre en place une politique de gestion des eaux pluviales en allant vers la gestion des eaux pluviales à la source. Et pour ce faire, on a commencé à travailler sur un plan d'action qui doit pouvoir répondre aux enjeux de la collectivité en matière de gestion des eaux pluviales et qui doit nous permettre de nous fixer un certain nombre d'objectifs à atteindre en utilisant tous les champs, toutes les capacités possibles d'intervention de la collectivité, que ce soit en matière d'urbanisme, que ce soit en matière d'exploitation des ouvrages, que ce soit, enfin voilà, sur tous les sujets qui peuvent exister de sensibilisation des particuliers, de sensibilisation des aménageurs, enfin, bref, j'en passe, mais qui couvrent tous les champs d'intervention possibles de la collectivité. Et en définissant un calendrier prévisionnel et possible sur le temps long de la mise en place de toutes ces missions. Comme je l'indiquais, il y a beaucoup de choses qui ne se faisaient pas. On a identifié plein de choses qui sont donc à mettre en œuvre et que ça va prendre un peu de temps. Et donc aujourd'hui, à ce stade de réflexion, on a un plan d'action qui se décline en 4 axes stratégiques et 12 dispositions que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y en a une qui concerne la gouvernance de la GPU, avec cette première disposition que vous voyez ici, structurer le cadre général de la GPU, donc ça c'est l'étape plutôt passée. Un deuxième axe qui est lié au projet d'aménagement pour définir un cadre technique et réglementaire propre au territoire qui nous permette de vraiment faire de la gestion intégrée des eaux pluviales, notamment au travers des permis de construire et permis d'aménager qui seront déposés dans l'avenir, de pouvoir traiter l'existant pour l'améliorer, que ce soit en matière de patrimoine, en matière de désimperméabilisation de l'espace public, de lutte contre les pollutions, et un dernier volet qui est lui lié à la gestion du patrimoine du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines. Donc voilà, moi voilà à peu près ce que je me proposais de vous présenter ce matin et les perspectives qu'on se donne du coup sur les années à venir avec cette construction du plan d'action qui reprend un peu le principe du plan d'action national qui a été défini par le ministère de la Transition écologique. Tout se tient. En tout cas, c'est une démarche exemplaire et qui va vraiment au bout de… Enfin, qui définit bien le contour de la compétence GPU. Et comme tu le disais tout à l'heure, que tu n'arrivais pas à te résoudre à faire un schéma directeur qui soit un plan pluriannuel d'investissement sur les ouvrages communaux, enfin de l'agglomération. Et on voit bien que même dans ton plan d'action, la question du patrimoine est, je dirais, quatrième volet. En tout cas, il y a bien toutes ces dimensions et il est important d'arriver à garder toutes ces dimensions et de ne pas se noyer et se focaliser sur le patrimoine communal, enfin intercommunal. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Pour moi, oui, effectivement, aller vers la gestion intégrée des eaux pluviales et la gestion des eaux pluviales à la source, finalement, le patrimoine public, il va jouer une part minime. Enfin, de plus en plus minime. Il va jouer une part, c'est sûr.
Mais ce n'est pas ça qui fera changer le territoire sur la gestion des eaux pluviales. C'est ça. Des réactions. Alors, il y a Claire qui demande si vous avez été assisté dans la démarche. Ah oui, alors c'était mis en introduction dans la première diapo, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit. En fait, c'est toujours présent sur ta diapo. On l'a fait beaucoup en interne avec une sorte de format que j'appellerais d'audit extérieur. Et c'est Sepia Conseil qui a fait cette forme d'audit extérieur. Et sur le plan d'action, Sepia Conseil, et vous voyez, ils sont en haut ici. Sur le plan d'action, on est reparti de pas mal de choses qui avaient été rédigées par Sepia Conseil, soit sur d'autres collectivités, soit des choses qu'ils ont un peu adaptées pour notre territoire, et puis on a fini de le rédiger. Nous. Il y a beaucoup de travail interne, il y a plus un audit extérieur par un cabinet de conseil. On travaille, ça fait partie des personnes ressources aussi dans les travaux du Grès depuis pas mal d'années, notamment quand il était sur Chambéry Métropole. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Juste peut-être, Johan, aussi une précision dans l'éclaté des différentes missions que tu avais exposées précédemment. Tu parles du contrôle des branchements. Je n'ai pas vu, mais peut-être que j'ai été distrait à ce moment-là, la partie contrôle de la gestion, je dirais à titre privatif, des eaux pluviales, qui fait partie du champ de la compétence GEPU. Voilà. Donc, je ne l'ai pas vu dans ton tableau, c'est peut-être sous-entendu, mais si tu peux préciser. Dans la partie planification contrôle, en plus, l'éclaté que je vous ai montré là, il n'est pas très détaillé, c'est-à-dire que je vous ai mis les deux niveaux. En réalité, il y a un dernier niveau qui a permis vraiment de faire l'évaluation mission par mission, et c'est quasiment des tâches. Et dans ces tâches-là, il y a effectivement le contrôle des ouvrages privés. Et c'est bien que tu en parles parce qu'effectivement, la réglementation vient juste de changer en février 2022, et que maintenant, nous, collectivités, et le service public de gestion tout agent du service public de gestion des eaux pluviales urbaines a la capacité, dans les mêmes conditions que pour le SPANC et le SPAC, d'aller contrôler les ouvrages chez les particuliers. Et ça, c'est vrai depuis février 2022. Donc, ça offre quand même de nouvelles perspectives sur notre métier, qui est déjà tout neuf, mais voilà, qui est déjà en train de bouger, même dans les textes nationaux. Très bien. D'autres réactions? Merci beaucoup Joanne pour cette présentation. Alors, je pense qu'on partagera la présentation et puis je sais que tu as fait un petit document rédigé. Oui. Je ne sais pas si on pourra le partager dans les ressources. Enfin, tu pourras même le déposer toi-même, peut-être sur les ressources dans le cadre du groupe. On doit un petit peu pas le modifier, mais le compléter un petit peu. Donc voilà, oui, effectivement, je pourrais le déposer une fois qu'il sera dans une deuxième version. Super, je pense que ça intéressera beaucoup de collectivités et on voit que ce soit dans la formalisation des missions, des axes importants de la compétence. Je trouve ça très intéressant. Sa mise en œuvre, évidemment. L'évaluation du coût sur des données terrain réel. Et donc, ce côté travail systématique pour arriver à finaliser ça. Et puis, plein de perspectives avec de nouvelles façons d'appliquer la compétence pour aller vraiment vers une intégration à la source. Enfin, aller vers une vraie gestion intégrée des eaux pluviales. Je trouve la démarche exemplaire et sur un court terme en plus. Comme tu le dis, en 2 ans positionné, c'est pas vieux, quoi. Donc, bravo. Et voilà, 2 ans, c'est ce que tu disais, c'est probablement le temps minimum nécessaire. Je ne sais pas. Moi, je pense. 1 an et demi, 2 ans, j'imagine. Oui. Ouais. Après, oui. Mais je pense qu'il faut accepter ce temps-là, quoi. Il faut bien évoquer aux élus qu'effectivement, on ne fait pas ça en claquant dans les doigts, quoi. Après, c'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est 1 an et demi, peu importe, à la limite, le délai, ça dépend aussi des moyens humains qu'on déploie pour faire ça. Bon, tu étais seul pour l'animer, donc certes avec des relais extérieurs en termes d'audit, mais voilà, je pense que c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et puis, il faut que ça avance dans les têtes aussi, hein. C'est-à-dire que de faire ça en un mois, moi je suis convaincu depuis longtemps, avant même de commencer à travailler sur cette compétence-là. Mais voilà, moi convaincu tout seul, ça ne sert à rien. Et donc c'est vrai qu'il faut du temps. Et les élections 2020, finalement, ont aussi permis de renouveler
dans les conseils municipaux, d'avoir une nouvelle approche sur ces questions climatiques, parce que là, je n'ai pas évoqué là, sur la question climatique et sur la question des eaux pluviales. Oui, tout à fait. Puis on a eu aussi quelques pluies centenales là, qui nous sont tombées dessus. Ça aide bien à faire bouger les lignes, ça aussi. Rebondir sur la crise, ça a toujours été un levier intéressant sur le pluvial, même si on pourrait s'en passer. Et Oui. je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas si on a besoin de convaincre les élus qu'il faudra 2 ans ou les rassurer en disant on va prendre le temps de bien regarder les choses et bien voir, parce qu'ils ont plutôt parfois des appréhensions, voire des blocages complets par rapport à ça. Et pour arriver à une collecte et à une redistribution même à 25%, je pense qu'il faut un petit peu de temps, quoi. Ce que j'ai tendance à dire, moi, c'est que même parmi toutes les missions là qu'on a pu identifier, ce qui n'était pas fait hier ne sera pas fait demain et ce sera peut-être fait après-demain. Voilà, c'est pas très grave, quoi, finalement. Oui, oui. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, j'ai peut-être encore une question complémentaire parce que je pense que cette partie CLECT est pour moi vraiment tout à fait intéressante et vraiment exemplaire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de collectivités qui aient procédé de la même façon. Et du coup, ça m'amène une question, c'est quel soutien politique tu as pu obtenir pour arriver à faire passer ça au niveau de la CLECT? Alors, quel soutien politique? Ou quel raisonnement le politique finalement a accepté pour pouvoir mettre ça en place? C'est loin d'être innocent, quoi, hein. Ben, en fait, on avait déjà un cabinet de finances avec qui, du coup, on travaille depuis longtemps sur les transferts, qui avait déjà posé un certain nombre de bases. Il avait fait tous ces travaux d'évaluation que j'avais dit, ce travail d'évaluation, il avait posé des chiffres. Et ça avait beaucoup remué, quoi, en disant mais non, c'est pas possible que ça coûte autant, c'est pas possible. Et donc, on est d'accord. il y a plutôt une réorganisation dans les directions en disant bon voilà, il faut qu'on trouve quelqu'un qui bosse là-dessus pour qu'on puisse un peu étayer cette affaire-là. Et à chaque fois qu'on avançait dans l'évaluation, en fait, on retombait toujours sur quasiment les mêmes chiffres, à quelque chose près dans la louche, que ce cabinet de finances. Donc, au bout du bout, ça a fini. Enfin, voilà, c'est plus un travail de longue haleine, itératif, qui a permis de mettre dans les têtes que ça avait un coût. Le soutien politique, je ne sais pas. Puis c'est vrai que dans les CLECT, il y a toujours eu un ou deux élus. C'est pour ça que je disais que le renouvellement aussi des conseils municipaux a joué. C'est qu'il y a toujours eu un ou deux élus à un moment donné qui disaient, et c'est quand même assez intéressant à noter, attendez, au-delà du coût qu'on nous dit que ça peut représenter, il faut quand même avoir en tête qu'on va avoir du boulot là parce qu'on se prend des grosses pluies sur la tête et il y a quand même des choses à faire, quoi. Donc s'il y a des choses à faire, c'est que ça doit coûter aussi. Donc il y avait cette chose-là aussi qui intervenait dedans par divers élus. Je pense qu'il y a une sensibilité globale à ce type de sujet qui a quand même augmenté. Et d'ailleurs, c'était intéressant pardon Jean-Jacques, mais quand tu évoquais comment tu avais sensibilisé, tu es rentré par la vision bassin versant, ressources en eau, cours d'eau, nappe, et le fait que le pluvial est une ressource. En fait, tu l'as montré comme ça aussi dès le départ, quoi. Et donc, c'était un enjeu spécifique du territoire, ou c'était un enjeu global de nos territoires d'ailleurs. Ouais, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que tout le monde pourrait reprendre. Je veux dire, quand on est dans la nappe de la craie, bah, c'est aussi l'eau de pluie qui l'alimente à un moment donné. Enfin, qu'on ait de l'eau potable, qu'on capte nos eaux potables dans les nappes ou dans les cours d'eau, c'est toujours l'infiltration qui joue, hein, quel que soit le territoire. Là, je l'ai montré effectivement, là, comme ça. En plus, on a le BRGM qui a très bien montré le pourcentage du débit annuel des cours d'eau liés à la nappe. Et donc, ça, c'est une donnée très intéressante pour nous. Et je sais que ça a été fait sur toute la Bretagne. Peut-être que ça a été fait au-delà d'ailleurs, hein. Donc, oui, c'est une approche ressource, ouais, effectivement. Une approche ressource un peu très humano-orientée, j'ai envie de dire. Pour moi, elle est un peu courte, hein, c'est une vision un peu courte, mais bon, c'est une vision nécessaire. Et un argument fort.